Bonjour, donc nous voilà pour le 4e numéro du magazine Méthode Fishing, donc un nouveau magazine en ligne. Donc on va découvrir un nouveau secteur de pêche qui est un beau lac de barrage qui se trouve en Dordogne, dans la région située à proximité de la commune d'Eymet. Donc c'est le lac de l'Escourou en fait. Alors c'est un lac, comme on peut le constater derrière moi, c'est un lac qui bouge beaucoup. On est en fin de saison, les niveaux d'eau sont bas. Théoriquement, il est peuplé énormément de poissons blancs, c'est-à-dire gardons, brèmes, carpes, et il y a également des poissons-chats l'été qui sont omniprésents. Voilà. Donc là, on est plutôt fin octobre, et les eaux sont plus fraîches. Les poissons-chats, théoriquement, ont dû se calmer, ne devraient pas trop gêner la partie de pêche. Je pense m'orienter aujourd'hui sur une pêche de gardon, éventuellement de brème. Alors je ne sais pas si les carpes nous feront l'honneur de rentrer sur notre coup à distance de canne. On voit aujourd'hui en arrivant au bord du lac qu'il y a une grosse activité de poissons, mais très loin, une trentaine de mètres. Sous la canne pour l'instant, aucune activité à signaler, mais justement c'est un challenge intéressant. On va voir si, malgré le fait que le poisson se situe à distance, on va dire, assez lointaine, si on arrive à le faire rentrer sur une distance confortable pour la pêche au coup. Aujourd'hui, je m'oriente sur une pêche à la canne à 11,50 m. Je vais également essayer de rentrer les poissons plus près, c'est-à-dire à 5 mètres. Alors là, le challenge est très relevé parce que j'ai commencé à regarder un petit peu les niveaux des eaux et je pense qu'on va y trouver à peine 80 cm à cette distance-là, et on devrait avoir entre 1,80 m et 2 m de fond sous la 11,50 m. Donc théoriquement, la pêche à 11,50 m, j'y crois fort. La pêche à mi-distance, c'est plutôt un challenge, avec un pourcentage de réussite, on va dire quand même relativement faible, mais on va quand même le tenter, parce que si on a la chance que les poissons rentrent au bord, ça sera toujours plus intéressant et plus rapide, et ça permettra de donner plus de volume au résultat de la bourriche. Voilà, donc je vais vous faire découvrir la pêche de gardon en lac de barrage. Je pense que c'est une pêche un peu atypique, où les gardons ne mordent pas comme dans la plupart des parties nord de la France ou dans la partie centre, où l'emploi d'une ligne à gardon se résume en un hameçon souvent de 20 à 22 et un fil relativement petit. Ici, on va avoir une approche plutôt agressive. Je pense commencer sur un hameçon de 18 avec un bas de ligne en 10 centièmes, mais je pense aussi très vite basculer vers des lignes plus intéressantes, plus lourdes, plus costauds, avec des hameçons de 16, voire plus, voire 14, et des bas de ligne en 12 voire 14 centièmes. Donc bon, peut-être que je suis peut-être trop optimiste par rapport à cette approche, mais en tout cas on va le tenter comme ça. Donc là aujourd'hui sur le lac de l'Escourou, on va préparer deux amorces en fait. Une amorce pour la pêche à mi-distance, donc qui va se situer aux alentours de 5 mètres du bord, et une amorce pour la pêche à la grande canne, qui va être à 11,50 m. Alors pourquoi deux amorces? Parce qu'en fait tout simplement, pour moi, il n'y a aucun intérêt à mettre deux fois la même amorce au même endroit, parce que l'aspect mécanique d'un mélange est différent et justement peut provoquer des réactions différentes sur les poissons en utilisant deux conceptions totalement opposées en termes de granulométrie, en termes d'aspect mécanique. Donc c'est très important de ne pas mettre ces œufs dans le même panier et de multiplier les chances de réussite en utilisant deux aspects totalement différents. Donc pour le coup du bord, je vais m'orienter sur une amorce relativement utilisée régulièrement par les compétiteurs, c'est-à-dire une amorce composée de 50% de 3000 étangs et 50% de 3000 gros gardons. Il faut savoir qu'ici, généralement, à cette époque de l'année, j'imagine y trouver des gardons. Donc c'est pour cette raison que j'opte pour cette amorce-là. Donc, on va procéder au mouillage. Donc ce sont deux amorces en fait qui ont des caractéristiques intéressantes. La gros gardon contient beaucoup de chènevis, de graines et de chapelures rousses, et ces produits-là sont excessivement appréciés des gardons en général. D'ailleurs c'est pour ça qu'elle porte ce nom-ci. Et la 3000 étangs est une amorce qui permet au mélange d'être très actif, de travailler. Il y a des produits type coriandre qui sont des produits qui permettent justement au mélange d'être attractif et de faire en fait un travail
verticale, c'est-à-dire du fond vers la surface. Donc ça c'est très important sur les pêches, on va dire de gardon, il faut une amorce dynamique qui soit active et attractive. Voilà. Donc ça, je procéderai au mouillage après. Le deuxième amorce, ça sera une composition personnelle. Donc ça fait 25 ans que je pratique la pêche et ça fait 25 ans que j'adore faire mes propres recettes. Donc j'ai une certaine expertise dans ce domaine-là et en fait j'ai une amorce spécifique pour les gardons qui a été développée pour les pêches de lac. Donc c'est une amorce en fait qui est relativement, on va dire, collante avec des produits gras type chènevis, des produits collants type PV1 qui permettent au mélange d'avoir une certaine consistance et en même temps un côté, on va dire, gras olagineux qui est très apprécié des gardons. Donc là, cette amorce-là, je vais en préparer 4 litres et demi, ça équivaut globalement à 3 kg au niveau des paquets. Ça me permettra d'obtenir environ une dizaine de litres mouillés et avec ça, ça me permettra de faire sans aucun problème une partie de pêche de 4 à 5 heures. Voilà. Alors cette amorce, je vais l'agrémenter d'un produit que tout le monde utilise depuis des années, c'est du chènevis que j'ai ébouillanté au préalable, donc mouillé avec de l'eau chaude. Alors c'est une graine qui, à l'état sec, n'est pas assimilable par les poissons, parce qu'en fait c'est une graine qui est, on va dire, qui les rebute si on ne la cuit pas. Donc il faut la faire cuire pour la rendre justement comestible par les poissons. Et du coup son côté attractif est vraiment décuplé. Donc ça c'est un conseil que je peux donner à tous les amateurs des pêches de gardon et même de brème, parce que cette graine-là est appréciée globalement de tous les poissons blancs. C'est de faire cuire cette graine, voilà, qui devient vraiment assimilable et très intéressante. Donc qu'est-ce que ça apporte le chènevis ? Hormis le fait, pourquoi les poissons l'apprécient? Parce qu'en fait, les poissons l'apprécient parce que c'est une graine très grasse qui contient des huiles et les produits gras et huileux sont vraiment excessivement appréciés des poissons blancs. Voilà. Donc je vais la rajouter. Donc là j'ai mouillé donc à l'eau chaude, donc je l'ai plutôt ébouillanté. J'ai mouillé l'équivalent de 500 grammes de chènevis que j'ajoute donc dans 4 litres et demi d'amorce sèche. Donc globalement 4 litres et demi d'amorce sèche, j'avais dit ça fait 3 kg d'amorce. C'est des proportions assez conséquentes. Donc je rajoute le chènevis avant de mouiller l'amorce et je procède ensuite au mouillage de l'amorce. Alors c'est déjà assez incroyable, mais ça y est, le moulage je l'ai réalisé. Donc c'est une opération qui est très rapide. On obtient un mélange très bien mouillé à tous les niveaux. Et bon, bien sûr, les farines auront tendance à absorber l'eau, donc il va falloir procéder à un mouillage dans quelques minutes encore, de manière à ce que l'amorce puisse gonfler et qu'elle ait la consistance souhaitée. Voilà. Et pour l'instant, on va commencer par un pré-mouillage. C'est bien de le faire en plusieurs étapes, parce qu'en fait les produits ont besoin de se gorger d'eau tranquillement. Si on met trop d'eau d'un seul coup, on risque d'avoir un mélange beaucoup trop spongieux, beaucoup trop granuleux, et donc en fait ce qui est important c'est de prendre son temps et de réaliser l'opération de mouillage en 2 ou 3 temps. Voilà. On obtient deux mélanges qui sont d'aspect un peu similaires, en tout cas en couleur. On arrive sur des couleurs brun, on va dire même brun, ouais, bien marqué. En termes de granulométrie, les deux mélanges, on va dire, sont globalement similaires, sont très proches l'un de l'autre. À la différence que cette amorce-ci, on verra que dans un second temps, on va y ajouter une terre de rivière qui va permettre de la rendre plus lourde, plus collante et surtout un avantage important par rapport à l'autre amorce. Comme elle est destinée pour la pêche du large, elle sera plus soumise aux conditions de contre-courant et de courant générés par le vent. Donc il faut que l'amorce qu'on mette au large, qui est souvent sujette à toutes ces variations on va dire de force de vent et de courant, soit plus dense et qu'elle soit stabilisée à l'endroit où on va pêcher. Voilà. Pour l'amorce de bord, c'est moins important parce que je compte pratiquer une pêche au rappel. Donc c'est une amorce qui sera plus, on va dire,
jetée régulièrement dans l'eau, donc aura un aspect, on va dire, de consommation instantanée. Voilà. L'autre, c'est une amorce qui est là plus pour proposer aux poissons un garde-manger. C'est comme si on va installer en fait un buffet et que le buffet devait rester en place. L'autre, ce sera une amorce de rappel qui sera plus orientée à être one shot. On jette, on consomme. Voilà. C'est la logique du fonctionnement des deux bacs d'amorce. Un sera collant, gras, lourd. L'autre sera destiné à être plus travaillant, plus libre et plus léger. Pour l'amorce de fond, j'ai prévu un élément supplémentaire. Alors c'est bizarre, mais c'est encore du chènevis. Et encore une fois, je pense que c'est lèche, ou c'est l'appât plutôt, qui est dominant pour cette pêche de gardon. Et je vais rajouter carrément du chènevis en grain dans mon amorce, après mouillage. Donc après mouillage et après ajout de la terre. En fait, j'ajouterai vraiment au dernier moment, on verra tout à l'heure. Ça sera juste avant la phase d'amorçage. J'ajouterai à ce moment. Voilà. Donc en tout cas, ça c'est un élément important. Donc on voit que l'amorce de base déjà est composée de chènevis. Je rajoute en plus du chènevis ébouillanté. Et à la fin, dernier moment, j'y ajouterai des graines de chènevis avec un petit germe blanc, très apprécié des poissons. Donc en fait, on voit que ce mélange a quand même une grosse connotation teneur en huile, très important. Pour moi, voilà, c'est un élément primordial et moteur pour la réussite d'une pêche de gardon, et surtout dans les lacs de barrage, surtout dans les grands lacs, où les poissons généralement ont un appétit assez féroce, et ces produits-là permettent de les maintenir sur le coup plus longtemps. Voilà. Après, bien évidemment, si on était dans un petit canal avec des poissons de taille modeste, peut-être que je m'orienterais, c'est même certain, l'option ne serait pas la même. Voilà. Les graines de chènevis ne seraient pas dans mon amorce, le chènevis ébouillanté non plus. En fait, il faut adapter votre amorce et ce que vous y mettez dedans en fonction des espèces que vous recherchez et surtout du lieu que vous fréquentez. Voilà. Donc surtout, attention, ce procédé n'est pas généralisé partout. On va dire que ce n'est pas l'amorce miracle à gardon, ce que je vous montre là, mais c'est une amorce qui va marcher sur les lacs de barrage et sur des poissons, on va dire, qui sont mordeurs et très actifs. Voilà. Alors maintenant, la seule chose qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui, c'est est-ce que les poissons sont actifs? Parce que très honnêtement, le parcours, je l'ai pratiqué qu'une fois personnellement en compétition. J'y ai assisté à un championnat il y a un mois. Bon, j'ai vu qu'il y avait une belle population de gardons, mais maintenant on se trouve, on va dire, 3 semaines à 1 mois après mon dernier passage. Rien ne me garantit que le résultat sera celui que j'ai pu, en tout cas, constater il y a quelques semaines en arrière. Bon, maintenant, c'est l'incertitude de la pêche, c'est aussi ce qui fait son charme et son plaisir, et les plaisirs de la pêche. Donc on va essayer, en tout cas, de tout mettre en œuvre, comme si les poissons seront présents et seront disponibles pour qu'on réalise une partie de pêche très intéressante. Alors, un autre point, donc, sur la terre de rivière que je vais ajouter, donc c'est de la terre de rivière que j'utilise pour l'amorce de fond. Pourquoi la terre de rivière? Globalement, il existe 2 catégories de terre, la terre de somme et la terre de rivière. La terre de somme est pour moi une terre qui a un aspect très nuageant, très attractif pour surtout les brèmes et les plaquettes. Voilà. Parce qu'en fait, la brème et la plaquette adorent en fait fouiller, adorent chercher dans des amorces qui nuagent, qui tracent et qui fument. La terre de rivière a un autre aspect, c'est un aspect plutôt alourdissant, plutôt pour donner de la densité à un mélange. Le gardon, pour moi, par nature, n'aime pas trop les amorces qui fument. Donc l'ajout de terre de somme dans une amorce est plutôt néfaste pour le gardon. Ou alors, ça va attirer des petits gardons, parce que quand l'amorce brouille, on attire des poissons de taille modeste. Pour une amorce de beau gardon, il faut une amorce plutôt compacte, lourde, qui se positionne sur le fond, qui reste stable, qui ne fume pas. Et une terre qui ne fume pas, c'est la terre de rivière, qui apporte tous ces éléments-là en plus. Et donc, il y a un travail à faire généralement sur la terre de rivière parce que brutalement, quand on ouvre un paquet, on pourrait la mettre directement dans l'amorce et se dire c'est très bien. Mais généralement, ça ne va pas. Il y a un travail à faire au préalable pour la préparer parce qu'elle est souvent un peu trop sèche. Et le côté qu'on recherche, c'est le côté collant et lourd, on ne l'obtient pas naturellement. Donc on va regarder, on va ouvrir le paquet et on va s'assurer de la texture et on va dire du degré d'humidité de la terre. Ça c'est très important. Alors par contre les sachets sont très durs à ouvrir, donc généralement je me munis d'un ciseau et là bien sûr j'ai pas fait ce qu'il fallait mais c'est pas grave, on va y arriver. Voilà, donc on va la mettre dans un seau. Alors qu'est-ce qu'on se rend compte? La terre est globalement très fine, quand on la serre elle a un côté très cassant, elle est très peu collante.
Et en fait, on va devoir la retravailler pour lui donner un aspect, on va dire, vraiment plus agglomérant, plus lourd, parce que là, pour moi, cette terre-là, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Il y a vraiment un vrai travail de fond à réaliser. Alors maintenant, ça va être très simple, ça va pas être très compliqué, mais je vais mettre une partie de la terre telle que à part, et je vous montrerai à la fin le résultat obtenu avec une terre retravaillée. Donc je vais retravailler globalement 2 kg de terre de rivière sur les 3, ça me suffira amplement, parce que la proportion globalement que j'utilise dans les lacs de barrage, c'est 20% de terre en plus du mélange. C'est-à-dire que là je vais avoir environ 10 litres d'amorce, donc je vais rajouter pour 10 litres 2 litres de terre. Voilà, donc 2 litres c'est 2 kg. Globalement pour la terre c'est du 1 litre au kilo. Voilà. Donc on va procéder au mouillage de la terre pour lui donner la bonne densité. Alors c'est très simple, hein. C'est pas grand chose. Et surtout il faut être très prudent. En fait il faut remouiller la terre, mais très doucement. Je ne prends même pas une poignée d'eau que je mets dedans. J'humidifie les mains et je projette de l'eau sur la terre. Alors c'est pas grand chose à voir, mais on va se rendre compte qu'à l'utilisation et à la manipulation, ça va changer totalement l'aspect mécanique de la terre. Alors on va la rebrasser. Alors bien sûr on pourrait utiliser un vaporisateur pour faire cette opération. Donc là la terre, en y apportant de l'eau, elle forme des petits grumeaux en fait. Donc beaucoup de petites microbilles en fait qui permettent de voir que la terre déjà donc a pris une consistance un peu différente. Et le but en fait c'est vraiment d'obtenir ces billes. Alors, plusieurs intérêts. Déjà la bille va être gorgée d'eau, donc ça veut dire qu'elle va être plus dense, donc la terre va être plus lourde. Et le deuxième intérêt, lorsque votre terre est formée en microbilles, lorsque vous l'incorporez dans votre mélange, la terre, on va dire, donne un côté uniquement alourdissant à votre amorce, sans changer son aspect mécanique et gustatif. Parce qu'en fait, la terre étant en microbilles, elle ne se mélange plus aux farines. Et se mélangeant plus aux farines, le poisson, quand il va manger votre amorce, il ne mangera pas les grains de terre, parce que la terre ne sera pas mélangée à l'amorce. Elle sera dans l'amorce, mais elle ne sera pas assimilable par les poissons sous format de terre. Du fait que ce sera des microbilles, et les billes resteront dans l'amorce et seront vraiment, on va dire, détachées des particules de farine. Lorsque l'amorce va s'ouvrir, vous aurez les microbilles de terre et l'amorce qui va s'ouvrir. Donc en fait, le poisson va faire son tri naturellement et il ne mangera pas du tout de terre lorsqu'il mangera votre amorce. Pourtant, dans votre amorce, il y aura 20% de terre. Donc c'est quand même un drôle de phénomène, mais on l'obtient seulement si on a une terre composée uniquement de microbilles. Voilà, c'est aussi l'autre intérêt de retravailler cette terre. C'est pour dissocier la terre de l'amorce. Alors, la terre est presque prête. Pour finaliser l'opération, il va falloir la tamiser. Parce que pour l'instant, il y a on va dire des billes de plus ou moins gros diamètre. Et on va essayer d'avoir quand même une terre qui soit harmonieuse, on va dire cohérente. Donc on va utiliser un tamis de maille moyenne. Et donc on va procéder au tamisage de cette terre. Là c'est une opération très importante en fait pour la terre, c'est vraiment très important. Parce que vraiment ça me permet d'enlever tous ces gros morceaux, ça enlève aussi quelques cailloux malheureusement qui se trouvent dans les paquets. Et bon voilà, ça enlève toutes les impuretés. Donc c'est un petit peu dur à réaliser parce que généralement la terre quand on la remouille, justement, a tendance à coller. Souvent c'est l'intérêt et c'est le principe même de l'opération qu'on a réalisée au préalable, c'est de rendre une terre plus collante et plus agglomérante et surtout plus lourde. Donc on va se rendre compte à la fin que la terre obtenue ici ne sera pas du tout la même que celle, en tout cas, que celle qui était dans le paquet initial. Donc ça c'est assez important. Voilà, donc on s'aperçoit globalement, malgré le mouillage, que toute la terre arrive quand même à passer dans un tamis. Et il reste quelques particules qui ne passent pas parce que ce sont des micro-cailloux en fait, tout simplement. Donc ça, on s'en sépare. Voilà. Donc, quelle différence entre la terre du départ
et la terre obtenue actuellement. Donc on voit bien ici, c'est une terre, c'est plus que des microbilles. Donc une terre très dense, très lourde, qui est excessivement collante. Voilà. Donc là on voit bien que c'est vraiment, c'est compact, ça tient. Là on voit que cette terre était très friable et beaucoup trop sèche. Bon, le travail de préparation de l'amorce est globalement terminé. Donc on obtient des mélanges qui sont pour l'instant, on va dire, bien mouillés, qui ont un côté relativement collant. Et on s'apercevra dans une petite heure, lorsqu'on aura besoin de l'utiliser, qu'elle va être encore plus collante. Parce qu'en fait, avec le temps, les particules vont vraiment s'imprégner. Et cet aspect mécanique de l'amorce va permettre d'avoir une amorce encore plus compacte et encore plus lourde. Voilà, donc on verra ça tout à l'heure, au moment venu, lors de l'opération de l'amorçage. Et vous proposer de m'accompagner dans le montage d'une de mes lignes. Donc je vais monter la ligne la plus agressive avec vous, je vais monter une ligne de 2 grammes. Donc je vais utiliser du nylon assez fort en corde de ligne. Je vais employer un 14 centièmes. Voilà, donc ça sera un fil, on va dire, relativement robuste qui va permettre de limiter les emmêlages, parce qu'en fait plus le corps de ligne est costaud et gros et plus la ligne est rigide. Donc en fait plus vous avez de chances d'être efficace sur votre partie de pêche. Donc si le poisson en fait n'est pas trop tatillon, il va l'accepter sans aucun problème, et pour le confort de pêche et pour l'efficacité, ça n'en sera que mieux. Voilà. Donc on va choisir du 14 centièmes. Le flotteur que j'ai sélectionné comme ligne lourde, ça sera un flotteur de 2 grammes. Donc on voit une forme de flotteur boule. Pourquoi le flotteur boule? Parce qu'on est dans un lac de barrage, les conditions de pêche peuvent changer très rapidement. Il n'y a aucune protection où je me situe, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arbres, pas de végétation au bord de l'eau. Donc si le vent se met à souffler dans ce lac, il peut y avoir quand même une forte dérive et de fortes vagues. Et un flotteur trapu est bien plus efficace qu'un flotteur effilé dans ces conditions. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais m'opter sur ce type de produit. Donc pour l'occasion, j'ai muni ma canne d'un élastique de 1 mm. Voilà, c'est un élastique coloré. Avec un système d'attache très simple de type Stonefo, une attache rapide. Donc là, on va procéder à la partie haute de la ligne. Donc on va réaliser la boucle de raccord qu'on va fixer dans l'attache rapide. Voilà. On va couper l'excédent. Hop. Donc le fond à cette place devrait être d'1,80 m à 2 m. On va dire qu'une ligne lourde pour les pêches de lac de barrage sur les gardons, on peut estimer qu'il faut utiliser 1 g de plomb au mètre de fond. Donc avec 1,80 m, 2 m de fond, une ligne de 2 grammes peut paraître certes lourde, mais elle n'est pas disproportionnée par rapport à une ligne, on va dire, pour la pêche rapide de gardons en lac. Voilà, c'est quelque chose qui paraît inconcevable sur les pêches de canaux ou de petits étangs, mais ici, c'est possible. J'y crois fortement. Donc pour l'emploi des gaines, je suis un fervent de la gaine silicone, parce que je trouve que c'est une gaine qui permet d'épouser totalement, parfaitement la gaine du flotteur et qui n'esquinte pas du tout le nylon. Donc, alors j'utilise toujours 3 gaines sur mes flotteurs, 2 gaines de petite taille qui vont faire environ 1,5 cm et une gaine très très longue sur la partie basse. En fait, la gaine qui fait le lien entre la fin de la quille du flotteur et le bas de la ligne. La partie gaine est très très longue, j'y mets environ 3 à 4 cm. Alors pourquoi? En fait, le raisonnement est très simple, c'est qu'en fait, plus vous avez de gaines sous la quille, c'est-à-dire sur la partie terminale de la quille, plus ça déborde, moins le risque d'emmêlage et la possibilité que la ligne, vos plombs repassent au-dessus du flotteur est limitée. Donc ça limite
les emmélages, je pense que c'est très bénéfique d'ajouter ce petit bout de silicone en bas de la ligne. Voilà. Donc, on voit bien les 3 morceaux de gaine. Donc 2 courtes, une longue. Au niveau du positionnement des gaines, je vous conseille de ne jamais positionner votre gaine tout à la base du flotteur parce que vous créez un angle très fort entre votre nylon et votre gaine et du coup lorsque vous allez bouger votre flotteur sur les lignes, vous risquez de fendre le flotteur à l'usure. Voilà. Donc l'idéal c'est de le positionner, on va dire 4-5 cm en dessous du raccord entre le balsa et la quille. Ça permet vraiment de préserver vos flotteurs sur la durée. La gaine du milieu, donc la gaine intermédiaire, la deuxième gaine, va être par contre au milieu de la quille. Et la gaine terminale va se situer. Donc on laisse une moitié de la gaine emmanchée sur la quille du flotteur et l'autre moitié sur la partie nylon. Ça évitera, ça fera amortisseur lorsque vous lancerez votre ligne dans l'eau et ça évitera que les plombs repassent par-dessus votre flotteur. Alors ça c'est des petits détails mais à qui à l'arrivée font des grosses différences. Alors sur une ligne de 2 grammes, la ligne va être composée d'une dizaine de plombs. Les lignes à gardon généralement c'est une dizaine de plombs. Je vais faire une plombée globalement, une masse principale composée de plombs quasiment identiques. Donc pour un 2 grammes, je vais m'orienter sur des plombs de 2. Un plomb de 2 pèse en général 0,25 g. Donc en fait, je vais composer ma base va être équivalente à 3/4 du poids global du flotteur. Donc pour arriver à 3/4 du poids, il faut que ça soit 1,5 g de positionner avec ces plombs-là. Donc pour obtenir 1,5 g avec des plombs de 0,25, il en suffit de 6. C'est très simple à obtenir. Donc en fait, on va positionner ces 6 plombs. Donc on emploie de préférence la pince. On essaiera d'éviter les dents, simplement pour les préserver. Donc c'est quand même bien mieux. Et puis au niveau du serrage des plombs, on maîtrise davantage le geste avec une pince qu'avec les dents. Voilà. Alors je suis très tatillon en fait sur le choix de mes plombs. C'est-à-dire qu'en fait on va s'apercevoir qu'il y a des plombs que je vais laisser en bas de la ligne et d'autres que je vais remonter. En fait ceux que je remonte, c'est ceux que je considère comme bien centrés et avec le bon coulissant. Voilà, ceux qui restent en bas sont destinés à être éliminés. Et c'est toujours très important aussi lorsque vous montez une ligne de pincer votre plomb sur le bas de la ligne, de déplacer ce plomb et surtout d'éliminer à la fin la partie du nylon où vous aurez positionné vos plombs. Parce que l'action d'écraser le plomb abîme le nylon malheureusement et le fait de l'enlever de cette zone-là, et bien vous gardez, on va dire, un nylon complètement intact qui n'a pas été soumis à des opérations de pinçage. C'est très important. Alors c'est vrai que la pêche au cou, c'est, on va dire, la contrainte du pêcheur au cou, c'est le montage des lignes. Maintenant ça peut être aussi également un plaisir, parce que c'est vrai que c'est toujours sympathique d'avoir des lignes bien montées et bien équilibrées, mais c'est vrai que c'est une opération obligatoire pour cette technique de pêche. Donc là on voit que lorsque je pince mes plombs, j'ai aucune difficulté à déplacer mes plombs sur la ligne. Les plombs sont parfaitement tendres, bien centrés. Le nylon ne souffre pas du tout. Voilà, donc je vais avoir terminé avec ma masse principale qui va être donc composée de 6 plombs numéro 2. Voilà. Donc on s'aperçoit que pour obtenir 6 plombs, on va dire bien centrés, bien calibrés, j'ai dû en utiliser 6 plus 2 qui vont être éliminés parce que tout simplement le centrage n'est pas parfait et j'apporte vraiment une grande attention à ça parce que je pense que le positionnement de votre ligne, la présentation de lèche sera toujours optimum et meilleur avec des plombs vraiment bien centrés sur votre ligne.
Et pour moi aussi, un deuxième à côté, c'est qu'une ligne composée de plomb bien centré provoque moins d'emmêlage qu'une ligne composée de plomb qui partirait en fait dans des directions différentes. Et voilà, c'est juste tous ces petits détails qui permettent d'améliorer votre efficacité. Donc après mes plombs de 2, je vais tout de suite diminuer la taille très fortement. En fait, je vais passer directement sur du 6. Je vais mettre, alors la partie basse de la ligne va être sur une plombée plus dégressive. Là qu'en fait je vais mettre un 6, donc à la suite. Donc toujours pareil, on pince les plombs sur la partie basse du nylon. Voilà, on le remonte. Donc un 6, ensuite je vais passer sur un 7. Et on va continuer comme ça jusqu'à arriver à un plomb. Pour une 2 grammes, je vais m'arrêter au plomb de 8 que je doublerai. Parce qu'en fait, j'adore regarder 2 plombs de touche de taille identique. Ça me permet éventuellement de les mettre l'un sur l'autre si il y a un fort courant qui se met en place. Ça me permet de doubler ce plomb et d'être plus stable sur le fond. Voilà. Je procède toujours de la même manière. Toujours 2 plombs. Les 2 plombs terminaux, ce qu'on appelle le plomb de touche, c'est toujours doublé d'un plomb de la même taille. Alors là, j'y vais un petit peu à l'aveuglette parce que on va dire que j'imagine que le réglage sera bon. Après, on verra qu'il faudra certainement retoucher in fine le montage en ajoutant ou en enlevant des plombs. Mais je pense être pas loin du compte avec ce nombre de plombs. Donc c'est une ligne un peu paradoxale où on voit des très gros plombs. Et des 2, c'est quand même assez gros. Et finir par des plombs de 8 qui sont quand même relativement petits. Mais c'est toujours, en fait, sur les lignes au cou, sont toujours montés de telle sorte à ce qu'on garde une bonne souplesse avec des plombs en fait petits sur la partie basse, et la masse quant à elle peut être composée de gros plombs. D'ailleurs on voit souvent dans les pêcheurs au cou des pêcheurs utiliser des olivettes, et on se rend compte qu'une olivette c'est un seul plomb qui fait effet de masse, et donc on voit bien que le côté gros des plombs utilisés pour la masse principale n'est pas néfaste, ou bien au contraire, ça permet d'être efficace sur le montage des lignes et surtout d'avoir une bonne stabilité et une bonne tenue de la ligne dans le courant. Donc maintenant on va s'amuser à regarder si l'équilibrage est cohérent. Alors là bien sûr on s'aperçoit que j'ai été léger, c'est-à-dire qu'en fait je manque beaucoup de plomb. Donc là il va falloir ajouter facilement encore un plomb de 2 pour pouvoir arriver à obtenir un équilibrage plus cohérent. Alors là malheureusement j'ai pas le choix. J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait toujours enlever le nylon sur lequel on pinçait les plombs. Malheureusement là, vu que c'est un plomb de 2, je ne peux pas le mettre en bas de la ligne et le faire remonter, sinon il va venir se caler avec les plombs de 8. Et c'est pas du tout son intérêt, le plomb de 2 doit être positionné avec ceux de la masse principale. Donc là je vais faire très attention, de manière en positionnant ce plomb. Je vais faire un serrage, on va dire, avec beaucoup de vigilance pour ne pas esquinter le nylon. Parce que là je vais la rajouter directement sur la ligne principale. On va reprocéder à un contrôle. Voilà, donc là on voit qu'on se rapproche, on est très proche de l'équilibrage parfait du flotteur. L'équilibrage parfait du flotteur, bien évidemment, c'est lorsque le flotteur, le réglage arrive à la hauteur de la jointure entre l'antenne du flotteur et le balsa. Donc là on voit qu'on voit encore apparaître un bout de balsa, donc il va falloir rajouter un plomb de 8 ou un plomb de 7 pour pouvoir finir l'équilibrage. Le fait de rajouter des plombs en bas de 7 ou de 8, si je rajoute un plomb de 8 et que j'ai 3 plombs identiques en bas, n'est pas du tout un élément néfaste. Par contre, il ne faudrait pas rajouter un plomb numéro 10 ou un numéro 9 en bas, parce que ça ferait une ligne un peu trop souple. Mais on peut, j'ai déjà doublé le plomb de touche, on peut le tripler, ça ne pose aucun problème. Voilà. J'espère que le contrôle sera le dernier. Voilà. Donc là on arrive à un équilibrage parfait du flotteur où on voit presque sous l'eau le début de l'antenne, donc l'embase de l'antenne,
Et là on a une ligne totalement sensible, on peut presque se provoquer des touches simplement en positionnant le flotteur. On voit bien que le flotteur est très sensible. Voilà, on voit que la moindre touche va le permettre de le faire couler, on peut le simuler facilement. Voilà. Donc pour finir la ligne, je vais provoquer donc une boucle. De toute façon, on va faire un raccord du bas de ligne boucle dans boucle. Donc on va finir la ligne par une boucle. Donc on voit bien que la partie basse du nylon, je vais l'abandonner. C'est-à-dire qu'en fait, elle est ici. Donc la partie que j'ai pincée est la partie que je vais couper. Et la boucle est provoquée ici. Désormais, on va arriver au positionnement des plombs sur la ligne à gardon. Alors, c'est toujours le même dilemme. Il y a beaucoup de questions de pêcheurs en général sur mais comment monter une ligne à gardon, comment les positionner. Alors, de manière générale, une ligne à gardon, c'est une ligne relativement brutale, c'est-à-dire les plombs sont relativement bas. Ce n'est pas une ligne, à l'opposé d'une ligne à brème, où les plombs sont souvent plus hauts, plus étalés, plus souples. Une ligne à gardon, c'est souvent une ligne où la masse principale se situe entre 30 et 40 cm de votre hameçon. Donc du fait qu'on mette un hameçon généralement qui mesure une quinzaine de centimètres, là que votre masse est située entre 15 et 25 cm au-dessus du nœud de raccord de bas de ligne. Donc pour faire simple, on positionne un plomb de 8 à la boucle de raccord. Au départ, on va démarrer avec le deuxième plomb, on ne va pas la coller, on va pas faire de plomb de touche, on va mettre qu'un seul. Donc on va mettre le deuxième plomb à globalement une douzaine de centimètres. La masse principale va être projetée à 20-25 cm de la boucle de raccord. Donc on regroupe tous les plombs. Alors même le plomb de 7 va venir s'accoler, le plomb de 6 va venir s'accoler avec la masse, le plomb de 7 aussi, et comme j'avais mis 3 plombs de 8 sur ma partie basse de la ligne, et bien les 3 plombs, je vais les étaler de manière harmonieuse sur la ligne, c'est-à-dire j'ai ma boucle, un plomb de touche numéro 8, un deuxième à une douzaine de centimètres, un troisième à environ 7-8 cm, et la masse à 6 cm au-dessus. Voilà, donc là c'est une plombée certes un peu basse, mais c'est les plombées utilisées pour les pêches de gardon. Et quel que soit l'endroit, en fait là je suis sur un lac de barrage, mais si j'allais pêcher dans un étang ou un canal, j'aurais typiquement le même montage, bien sûr, avec des plombées plus légères, parce que sur les autres parcours, en général, les gardons, on les pêche avec des lignes bien plus légères, des lignes en 0,30, 0,40, 0,60. Généralement, c'est des lignes beaucoup plus souples et beaucoup plus légères. Mais le montage des plombs serait à l'identique de celui-ci. Voilà. On a quand même une petite souplesse grâce à l'emploi de petits plombs sur la partie terminale qui va permettre de positionner l'èche de manière un peu naturelle sur le fond. Par contre, elle sera très stable parce que là, les 90% de vos plombs seront regroupés en un seul et même endroit et qui se situera globalement, quand on va y rajouter le bas de ligne, comme je disais tout à l'heure, à une quarantaine de centimètres de l'hameçon. Un autre élément qu'on peut remarquer sur la ligne, c'est l'espace que j'ai laissé exprès entre chaque plomb. En fait, il faut y laisser 1 mm, on va dire la grosseur d'un ongle, entre chaque plomb. Si vous resserrez tous les plombs, vous allez avoir un côté cassant dans votre ligne, c'est-à-dire ça va faire une espèce de virgule, ça ne sera pas très joli, la ligne ne sera pas droite, parce qu'en fait en resserrant les plombs, vous créez une tension anormale sur le nylon en fait. En créant cet petit espace de 1 petit millimètre entre chaque plomb, et bien le nylon prend sa place naturelle, c'est des restes droits, et du coup on obtient un montage totalement rectiligne. C'est un montage très très joli, très harmonieux. Je vais vous montrer maintenant l'inverse si je vais serrer les plombs. On va comprendre tout de suite l'inconvénient de ce système. Voilà, on le voit tout de suite. Ça crée une virgule en plein milieu de la ligne. Et alors là, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'en fait, déjà, le positionnement de la ligne ne sera pas joli. La tenue de ligne sera très dégradé à cause de ça. Donc on voit vraiment l'aspect du serrage des plombs, c'est très très important. C'est pas grand chose, mais c'est encore un détail, mais qui à l'arrivée fait toute la différence. Je pense qu'en pratique,
on se rend vraiment compte. C'est plus simple de le montrer que d'en parler. Et voilà, donc là on retrouve une ligne totalement alignée, les plombs sont droits, sont centrés par rapport au nylon. Donc la ligne est presque terminée, mais comment il manque quand même un élément essentiel à cette ligne, c'est le bas de ligne. C'est l'élément qui va faire le lien entre le poisson et bien sûr et le restant de notre ligne. Donc je vais récupérer ma boîte à bas de ligne qui est un modèle un peu... Alors c'est une conception maison qui contient énormément de références d'hameçons. Alors bien sûr, tout le monde n'a pas besoin d'avoir une boîte à bas de ligne de ce type-là pour pouvoir faire de la pêche au coup, bien évidemment. Mais bon, en étant compétiteur de haut niveau, on est amené à pratiquer des parcours totalement différents, entre des espèces différentes, des conditions aussi de pêche qui varient énormément. Et c'est ce qui nous oblige à avoir des hameçons dans différentes tailles, dans différents fers, et surtout des tailles de fil pour le bas de ligne de différents diamètres. Voilà. Donc là, pour aujourd'hui, sur cette ligne, on va dire la plus agressive, la plus lourde, et je vais monter, pour commencer, un hameçon de 16 sur 12 centièmes. Alors c'est sûr que 16 sur 12 pour les puristes et des pêcheurs de gardons, commencez à me dire c'est un peu exagéré. Alors, je vais dire certes en général ça l'est, mais ici ça ne devrait pas l'être. Ça devrait être le bon hameçon. Donc on va le sélectionner, donc c'est un 16 sur 12. La longueur du bas de ligne fera 15 cm. Donc ça sera toujours pareil, c'est dans le but d'être rapidement en position et efficace. De manière générale, les pêcheurs au coup utilisent, on va dire, pour la pêche au coup, 3 tailles de bas de ligne. Des bas de ligne courts, qui mesurent entre 8 et 10 cm, qui sont plutôt réservés aux pêches rapides de petits poissons, en général. Les bas de ligne classiques, le bas de ligne classique, c'est un bas de ligne de 15 cm, donc de cette taille-ci. Voilà, donc ça c'est le bas de ligne le plus classique utilisé par tous les pêcheurs au coup, qui permettent de faire les pêches classiques de fond, de gardons, de petites brèmes, on va dire de toutes les espèces courantes. Et après on a des bas de ligne plus longs qui font jusqu'à 20-25 cm pour les pêches posées sur le fond, de brèmes, de carpes, de tanches. Voilà, donc en fait, en règle générale, plus le bas de ligne est long, plus ça intéresse les gros poissons et plus c'est pour le poser sur le fond. Plus le bas de ligne est court, plus c'est pour des pêches rapides et cadencées, pour visualiser la touche plus rapidement, et pour les pêches de surface généralement, ou alors de fond, mais très rapides. Voilà. Donc là, la ligne est terminée, on va pouvoir procéder au sondage. Voilà, donc on constate quelque chose d'intéressant au sondage. En fait, on s'aperçoit que le fond est en pente régulière vers le large, donc il va falloir être très vigilant lors de l'opération d'amorçage, parce qu'en fait le poisson certainement aura tendance à être au-delà de l'amorce, parce qu'ils vont venir taper dans les boules d'amorce, les particules vont se détacher et vont avoir tendance à glisser. Donc il est fort possible que le poisson ait tendance également à glisser vers le large, donc il va falloir être très prudent sur la zone où on va déposer les boules d'amorce. Et maintenant au niveau du sondage, donc c'est l'opération que je suis en train de réaliser en ce moment, il va falloir être plutôt dans le côté traîne que le côté à ras du fond. Pourquoi? Parce qu'en fait je pense que le poisson va être un peu au-delà de l'amorce. Comme je vais pêcher au-delà de l'amorce, j'aurai plus de fond. Et pour pouvoir être réglé globalement à ras du fond, je vais utiliser ma bannière. Et ma bannière va me permettre d'exploiter le coup entre 50 et 80 cm au-delà de la plomb de ma canne. Donc il faut surtout que j'anticipe ça et que je sonde bras tendu en imaginant rechercher les poissons justement dans cette zone un peu au-delà de l'amorce. Donc sur les fonds en pente, l'opération de sondage est très importante et surtout il faut s'imaginer où vos particules d'amorce vont pouvoir évoluer. Sur un fond plat, il n'y a pas de question à 3 à se poser, mais sur des fonds pentus, il va falloir réfléchir à ça et se dire ah, je vais poser mes boules là, mais quel va être l'impact de mes boules d'amorce sur la durée de la pêche? Parce que les poissons, certes au départ, quand ils ne sont pas présents, il n'y a pas de souci, l'amorce est en place. Le seul problème, c'est qu'ils vont avoir une action sur l'amorce des particules qui vont les faire bouger. Et l'action de l'amorce va faire qu'elle va descendre la pente, qu'elle va dévaler la pente. Et le poisson va certainement suivre. Et donc il va falloir anticiper cette option lors du montage, lors des réglages des lignes, et surtout régler des lignes pour pêcher justement un peu au-delà. Donc je vais m'amuser à sonder bras tendus,
Donc vous voyez la canne, je la tiens même plus, je la tiens pas de manière classique, on va dire la canne posée sur le côté. Je vais la tenir, canne tendue vers le large, de manière à me régler, on va dire à ras du fond, avec une ligne tendue vers le large. Voilà, donc on va vérifier ce que ça peut donner. Donc ça donne ça. Voilà, donc là je suis au fond idéal, en pêchant bien derrière le sion. D'ailleurs on va voir si je reprends ma canne de manière classique, on va s'apercevoir que mon sion sera bien en retrait du flotteur. On voit le flotteur juste derrière au bout, là, on va le voir réapparaître. Voilà. Donc le flotteur, il est positionné au moins 50 à 80 cm derrière la pointe du sion. Donc je vais amorcer globalement où sera au niveau du sion, mais je sais que l'impact des poissons aura tendance à faire reculer les particules jusqu'à cette zone-là. C'est fort possible. Voilà. Donc il faut l'anticiper au départ, parce que si vous réglez votre fond sur la partie à l'aplomb de votre canne, vous risquez de jamais de prendre des poissons au départ et de les voir disparaître en cours de pêche parce que vous n'aurez pas anticipé cette réaction naturelle de l'amorce et de sa répartition sur le fond, simplement. Voilà. Donc on va vous montrer en fait quelles sont les lignes sélectionnées pour la partie de pêche d'aujourd'hui. Donc pour le large, j'ai monté 4 kits. Donc la première ligne, la plus légère, ça sera un flotteur de 0,8, donc un flotteur boule. Là j'ai monté un hameçon et un fil un peu plus fin que sur les autres lignes. J'ai un hameçon de 18 en 9 centièmes. Donc si la pêche est technique et plus compliquée, j'opterai pour ce flotteur là. Donc la ligne est réglée à ras du fond. Au niveau des réglages, elles sont toutes réglées à ras du fond initialement, on les fera évoluer en cours de pêche si nécessaire. La deuxième ligne, c'est une 1 gramme, donc c'est un flotteur qui se rapproche beaucoup de l'autre, à la différence que j'ai un hameçon de 16 sur 10 centièmes, donc un hameçon un peu plus gros et un fil un peu plus fort. Ensuite, j'ai une 1,5 gramme, et dans la même logique, on continue à grossir, c'est-à-dire l'hameçon reste plus fort, c'est un 16 également, mais le bas de ligne est en 12 centièmes. Et la dernière ligne, c'est la ligne qu'on a montée ensemble, donc c'est la 2 grammes, avec cet hameçon de 16 également sur 12. La seule différence avec la ligne précédente, c'est le poids du flotteur qui est plus lourd. Voilà. J'ai également prévu un deuxième coup, comme annoncé initialement lors du montage de l'amorce, du mouillage de l'amorce, c'est 2 télescopiques. Donc j'ai opté pour des cannes de 3,50 m. Ça va me permettre de pêcher, du fait qu'il y a 1 mètre d'eau à cette distance, ça va me permettre de pêcher à environ 5,50 m, 6 mètres du bord. Donc il y a une ligne de 0,50 de réglée et une ligne d'1 gramme. Elles sont réglées elles aussi à ras du fond. J'ai opté pour un hameçon de 16 également sur 10 centièmes sur les deux. C'est des fils assez forts. Mais en même temps, je suis à la recherche de gardons qui font entre 50 et 80 grammes. Je pense que c'est le nylon qu'il faut et l'hameçon qu'il faut par rapport à cette espèce-là. Voilà. Donc maintenant, on va procéder à la finalisation de l'amorce et on va procéder à l'amorçage. Donc on est désormais sur la phase terminale de préparation de l'amorce. Donc j'ai incorporé dans l'amorce de fond en fait la terre de rivière. Donc l'amorce maintenant a la densité souhaitée pour pouvoir travailler convenablement sur le fond. Donc je vais ajouter, donc c'est vraiment à la fin du travail, le chène-vie. Alors pourquoi à la fin? Parce qu'en fait votre chène-vie a bien évidemment son germe, et si vous l'ajoutez trop tôt et vous rembrassez l'amorce, vous allez casser le germe et vous allez casser l'intérêt d'arracher cette graine dans votre amorce. Donc il faut vraiment la manipuler avec précaution et vraiment la mettre au dernier moment avant de faire les boules d'amorçage. Voilà. Surtout pas de mettre un coup de batteur après avoir mis les graines de chène-vie dedans, sinon tous les germes vont disparaître et il n'y aura plus aucun intérêt d'y incorporer cette graine. Voilà. Donc, comment procéder pour mettre le chène-vie? Alors c'est du chène-vie qui est déjà cuit. Donc bien sûr il faut enlever le liquide conservateur et pas le mettre dans la morse bien évidemment. Donc on voit bien apparaître des graines avec un germe. Voilà, le germe on le voit bien. Donc on va le rincer parce que c'est des produits très gras, donc on rince le chène-vie. Voilà, on le laisse égoutter 2 petites secondes et on va l'incorporer directement dans l'amorce prévue pour le large. Donc là c'est une boîte qui équivaut à 300 grammes de graines.
donc de graines cuites ajoutées au mélange. Donc on brasse ça délicatement et du coup ça va intéresser, on va dire, les gros gardons, les carpes également, parce que les carpes raffolent de cette èche là, c'est quand même surprenant, mais de cette graine plutôt, pas cette èche mais cette graine. C'est le chènevis, le maïs. Pour la carpe, je crois qu'il n'y a pas mieux comme appât. Et le gardon, lui, est vraiment, et il peut être friand aussi de maïs, mais il est vraiment très très friand de chènevis. Voilà. Donc en fait là on va procéder à l'amorçage, mais juste avant d'amorcer je vais quand même vous présenter mes choix d'èche en fait. Donc j'ai utilisé un quart de pinky rouge mort, donc congelé. Ensuite j'ai mis un quart de litre de fouillis et un huitième globalement de Caster. Voilà. Donc dans mes boules, je pense que ça doit plus ou moins se voir, on voit les èches apparaître. Donc on voit bien les pinky, on arrive à déterminer quelques casters et également quelques petits fouillis. Donc c'est du fouillis d'origine des pays de l'Est, donc c'est du fouillis de petite taille qu'on a souvent du mal à discerner de très loin, quoi. Voilà. Donc je vais mettre au départ une dizaine de boules pour l'amorçage massif à 11,50 m et pour le bord j'y ajouterai 7 à 8 boules jetées confectionnées à une main. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, vu les conditions de pêche, vu le grand soleil et vu le peu d'eau, je pense qu'il y a très très peu de chances que le coup du bord soit rentable. Mais bon, on va quand même le préparer, on ne sait jamais. Voilà. Donc on y va. Je termine toujours mon amorçage par une ou deux boules vraiment moins serrées qui ont pour effet d'appeler les poissons. En fait, ça va libérer des èches plus rapidement. Ça va tracer un peu. Ça va permettre en fait d'avoir une amorce qui va fonctionner en deux temps. Les boules que j'ai mis au départ sont un peu plus serrées, donc vont rester sur le fond sur la durée beaucoup plus longtemps. Et celle-ci va se libérer rapidement pour pouvoir essayer de les appeler de suite. Alors je terminerai mon amorçage du large par l'ajout d'èche à la coupelle. Donc je vais y mettre quelques gozer rouges. Donc je vais y apporter deux bonnes poignées ou deux grosses pincées de gozer que je vais déposer directement sur mon coup à 11,50 m. C'est l'èche avec laquelle je vais débuter ma partie de pêche. C'est pour les accoutumer en fait à cette èche qui n'était pas présente dans mes boules d'amorçage. Pour le coup du bord, la technique d'amorçage va être tout autre. Je vais positionner en fait ma ligne comme en action de pêche en fait, pour voir à quelle distance le flotteur va évoluer. Voilà, et je vais procéder à l'amorçage. Donc avec des boules formées à une main. Donc là c'est pas la peine de faire des grosses boules parce qu'en fait il y a très peu d'eau, il y a 80 cm. Donc je vais essayer d'en mettre 7 ou 8 de la taille, on va dire, d'un gros œuf. Voilà, ce qui est important c'est quand même d'être globalement précis. Donc c'est pour ça que je mets mon flotteur en position de manière à ce que lorsque je pêcherai, je sais que je serai sur la zone
que j'ai amorcé, parce qu'avec une télescopique, le problème c'est que les points de repère sont plus compliqués qu'avec une grande canne au cou, parce que là il y a une grande bannière qui projette le flotteur beaucoup plus loin que le point de la canne. Les eaux sont tellement claires que j'y vois apparaître, lorsque la boule éclate en surface, j'y vois descendre quelques casters et quelques pinkies, on les voit clairement apparaître lors du contact avec la surface. Voilà, donc j'aurais prévu les deux options. Celle-ci, pour l'interrogation, sincèrement, j'y crois moyennement, mais bon, ne sait-on jamais. Bon, sinon sur ma tablette, j'ai prévu un menu intéressant pour les poissons. Donc ils vont avoir un peu l'embarras du choix. Donc on a donc des gozzers rubis, donc d'un rouge très intense. J'ai des gozzers couleur bronze, qui peut être aussi un élément pour déclencher quelques touches. Je me retrouve avec des pinkies rouges. Bon, si les poissons sont de taille modeste, on pourra utiliser le pinky. J'ai des casters, donc là, donc ils sont d'une jolie couleur, couleur un peu or argent, donc magnifique. Et ensuite, les traditionnels vers de vase du pêcheur au cou à gardon, qui normalement ici ne devrait pas du tout être utilisé. Mais bon, j'en ai pris dans l'hypothèse où la pêche serait beaucoup plus dure que prévu. Et bien on va procéder à la partie de pêche. Let's go! Donc pour démarrer, je vais opter pour la ligne la plus légère. Donc je vais démarrer avec mon 0,8. Donc je vais y écher d'entrée un gozzer rubis. Dans ces lacs de barrage, les surfaces d'eau sont tellement grandes que les bancs de poissons ne sont pas spécialement là d'entrée. Donc des fois, il va falloir être un peu patient pour que les premières touches arrivent. Bon, a priori, les poissons ont déjà l'air d'être présents. Donc on voit c'est des magnifiques gardons. Voilà. Donc des poissons, ça c'est un poisson qui doit faire 50-60 grammes. Donc c'est la taille normalement la plus courante sur ce plan d'eau de ce que j'ai pu voir il y a un mois. Donc j'ai l'impression que les poissons vont être de la partie parce que on vient à peine d'amorcer et il y a déjà une touche. Donc c'est quand même très très encourageant pour le reste de la partie de pêche.
Alors là, comme on peut le constater, j'essaie d'exploiter la zone d'amorçage, c'est-à-dire à la plondution. Et les touches pour l'instant ne sont pas encore présentes. Alors, lorsque c'est comme ça, j'en profite pour aller exploiter tout de suite derrière. Donc j'ai relancé la ligne, là je suis bien 1 mètre derrière, je tends les bras au maximum. Et en fait, j'essaie de voir si par hasard, les poissons au départ ne se situeraient pas derrière. Parce que logiquement, ils devraient arriver du large. Voilà. Donc en fait, ça correspond à ce que je pensais. Donc les poissons sont réellement... Ils ne sont pas encore installés, ils arrivent. Donc je pense que les premiers poissons vont se prendre derrière l'amorce. L'avantage de la pêche au gozeur rouge ou au gozeur rubis, c'est qu'il n'est pas nécessaire de changer votre appât à chaque poisson. En fait, si l'asticot reste dans un format un peu proche de son format initial, il est fort possible de réaliser plusieurs prises avec la même appât. C'est pas rare de prendre 4-5 gardons avec le même asticot, il n'y a rien de surprenant. Donc là, ça fait 10 petites minutes de pêche, un petit quart d'heure, entre 10 minutes et un quart d'heure. En fait, on s'est aperçu que les poissons sont vraiment derrière. Du coup, j'ai attrapé la petite rallonge qui peut aller derrière ma canne pour pouvoir porter ma ligne 50 cm plus loin que l'amorçage initial. Et d'ailleurs, voilà, donc on va s'en servir tout de suite parce que les poissons sont quand même réellement derrière. Voilà. Mais bon, disons que c'est pas étonnant, on regarde du fond et de la configuration. Voilà, donc la ligne est à peine posée, le poisson l'a saisi. Donc vraiment les poissons sont juste derrière, comme prévu. Voilà, donc on est sur du gardon qui est tout à fait joli, calibré. Le poisson de 50-60 grammes. Donc là on a vraiment la chance aujourd'hui parce qu'on est dans les conditions idéales. C'est-à-dire pas de vent, un soleil assez généreux. C'est vrai que pour fin octobre, toutes les conditions sont réunies pour réaliser vraiment une belle partie de pêche au cou. C'est vraiment magnifique, quoi. Et puis le cadre, je pense qu'ici, on peut dire qu'une chose, c'est vrai que c'est splendide, vraiment splendide. Bon, on a vraiment l'impression que les poissons sont installés derrière. Donc, comme on disait en préambule, le sondage est très important. On a réussi à le déterminer quasiment avant l'amorçage que ce scénario pouvait être possible. Donc c'était très important de sonder bras tendus. Donc dans l'idéal, c'est vrai que j'aurais pu prendre ma petite rallonge, c'était très pratique pour pouvoir sonder donc du coup à l'oblique. Et on se rend compte que les poissons s'installent vraiment derrière au départ. Alors au départ et peut-être également sur la durée, parce qu'avec ce phénomène de glissement des particules dans la pente, peut-être que leur zone de confort sera toujours celle-ci. Donc qu'est-ce que je constate depuis le début, c'est que j'ai loupé quand même autant de touches que j'ai pris de poissons. Donc je dois avoir 5 ou 6 poissons, j'ai dû en louper autant. Donc on voit que les poissons sont très malins. Alors c'est une chose que j'avais déjà remarqué en assistant à un championnat de ligue qui avait eu lieu il y a un mois sur ce parcours, c'est qu'il y avait un nombre important de touches ratées par les compétiteurs. Et je vis pour l'instant la même problématique. Donc on va voir en cours de pêche si on arrive à gommer en fait ces déchets. Alors au départ c'est possible qu'il y ait plus de déchets qu'à terme,
parce qu'au départ il y a quand même beaucoup d'èches qui sont déversées sur le fond, et généralement lorsqu'il y a profusion d'èches, il y a une espèce d'agitation et d'affolement de la part des poissons, une frénésie alimentaire qui les rend un peu fous et qui fait qu'ils se saisissent de manière très rapide des appâts et les recrachent rapidement. Donc c'est pour ça, c'est ce qui explique souvent au démarrage d'une partie de pêche qui est souvent du déchet. Voilà. Là on voit encore, j'ai eu un semblant de touche. En fait les poissons s'amusent en gros avec les appâts, ils les aspirent et comme il y en a partout, comme l'èche vient moins vite qu'une autre èche qui est naturelle parce que là il y a le poids de l'hameçon en plus, et vu qu'il y a profusion d'èches, et comme ça ne leur plaît pas, le comportement de l'èche leur paraît un peu douteuse, et ils se rabattent sur l'èche qui se trouve juste à côté. Voilà, c'est ce qui explique tous ces ferrages intempestifs et tous ces loupés. Donc après, il faut prendre ça avec un certain recul, une certaine philosophie en se disant c'est pas grave, ça va se tasser, et généralement ça se tasse. Donc c'est pareil, l'échage est très important. Là vous allez voir que sur la vidéo, on voit apparaître que mon asticot est totalement vivant et totalement dans une position où il est très attractif pour les poissons. Mais surtout ce qu'on s'aperçoit, c'est que mon hameçon est complètement visible. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment aucune partie de mon hameçon qui est intégrée dans le corps de l'asticot. C'est vraiment un échage, on va dire, sous la peau. Et c'est l'échage, on va dire, le plus efficace théoriquement sur ces pêches de gardon. Alors là encore une fois, ma ligne s'est mise en place, j'ai eu un appel, donc un commencement de touche qui ne s'était pas validé, donc qui n'a pas débouché sur un ferrage. Donc je pense que je vais changer d'optique au niveau du ferrage, je vais vraiment ferrer seulement lorsque le flotteur sera totalement parti, et je vais attendre au moins 2 à 3 secondes avant de ferrer, parce que je pense qu'il y aura certainement plus de touches à valider en procédant de la sorte. Donc on voit que les gardons sont vraiment très jolis. Donc c'est pareil dans l'installation, il y a des choses importantes. On voit que ma bourriche a une très grande ouverture. Alors c'est très confortable pour remettre les poissons à l'eau. Parce qu'en fait déjà vous avez très peu de chances que votre poisson reparte. Parce qu'en fait l'espacement de la bourriche est tellement grand que vous avez une zone de confort importante pour la dépose du poisson. Et puis ce qui est aussi important, c'est le positionnement de la bourriche face à vos jambes. Là vous êtes vraiment dans une situation très confortable, quoi. Voilà. Donc moins de déchets possible au niveau de la remise à la bourriche, et surtout c'est très confortable à trouver cette zone pour déposer le poisson. Alors du coup, vu le nombre important de loupés, je vais essayer de changer un paramètre dans ma ligne. Je vais y rajouter du fond, mais je ne vais pas rajouter 2-3 cm comme certains pourraient faire, je vais rajouter 15 d'un coup. En fait, je vais m'arranger à ce que mon plomb de touche, soit positionné à ras du fond, et je vais carrément poser l'èche sur le fond. Alors quel intérêt? C'est qu'en fait, lorsque je visualiserai la touche, le poisson aura déjà eu le temps de l'engamer. Ça va me permettre de me calmer moi à la touche et permettre au poisson
de l'absorber beaucoup plus facilement du fait qu'il aura un côté libre avant que la touche soit détectée par mon flotteur. Parce qu'en fait, certainement que là, je fasse poser sur le fond et il va devoir procéder à un déplacement latéral pour pouvoir enfoncer mon flotteur. Donc on va essayer cette technique-là, on va se rendre compte si ça fonctionne ou pas. Il faut l'essayer. Donc je vais rajouter 15 cm. Donc voilà, c'est la distance que j'ai rajoutée de là à là. Ça fait la longueur de mon bas de ligne globalement. Donc 2 sur 2, on va essayer de le valider avec un 3 sur 3. Et là, je pense qu'on aura peut-être trouvé une partie de la solution. Voilà, donc j'ai l'impression que mon réglage a été opportun et qu'en fait ça permet de valider complètement les touches. Donc c'est tous ces détails qui, lors de vos parties de pêche ou en compétition, peuvent faire toute la différence sur le poids final de votre bourriche, parce qu'en fait on constate là qu'on peut valider à presque 100% de ces touches, alors qu'avant c'était compliqué de faire du 1 sur 2. Donc les différences se font souvent à des niveaux comme ça, c'est du détail qui à l'arrivée font des écarts assez conséquents. Alors là, il y a un petit paramètre technique qu'on pourrait améliorer, c'est que je me rends compte que je rencontre beaucoup de difficultés pour apporter le gardon à hauteur de ma main. Il faut vraiment que je force sur mon bras, il faut que je tire le quid très haut. Ça veut dire qu'en fait l'emploi de mon élastique n'est pas, même s'il il remplit bien son rôle en fait d'élastique, c'est-à-dire qu'il sort vraiment, mais il sort de trop. En fait, pour être efficace, là j'utilise un élastique de 0,9 mm, donc en matière latex, qui a l'avantage d'être très souple et très tendre, donc ça permet de limiter les décrochés. Mais l'inconvénient aussi, c'est qu'il est tellement souple et tendre que lorsqu'il faut mettre un peu de pression pour lever le poisson et l'apporter d'autorité à hauteur de main, eh bien, ça devient compliqué. Donc je vais encore refaire une paire de poissons avec cette ligne-là, et ensuite je vais passer sur la ligne d'1,50 g qui elle est équipée d'un élastique de 1 mm, donc qui sera dans une gomme non latex, donc dans on va dire un élastique coloré, donc plus dur, et ça devrait être plus confortable pour amener le poisson à la main. Là on se rend compte encore que mon élastique est sorti énormément, j'ai 2 mètres d'élastique dehors. Voilà, il faut que je calme le jeu, il faut que j'attende un petit peu pour que le poisson puisse monter à hauteur de ma main. Donc là on va essayer d'inverser les choses. Donc par contre on va garder tous les avantages de ce qu'on avait provoqué sur la ligne d'avant, c'est-à-dire qu'il faut remettre 15 cm de fond parce qu'on a vu que ça fonctionnait. Donc on va commencer par mettre le bon réglage. Voilà, donc ici ça fait une quinzaine de centimètres. Là l'élastique, c'est un élastique beaucoup plus dur. Alors celui-là, ça doit être exactement, c'est pas le 1 mm c'est sur la 2 grammes que j'ai monté. Celui-là c'est un 0,9, donc c'est le même diamètre, mais la différence c'est pas du latex, c'est de la gomme colorée. Alors la gomme colorée a pour tendance à être beaucoup plus rigide que le latex. On va essayer de le vérifier.
Voilà, donc la gomme est plus dure et on voit que j'arrive à lever l'autorité, en fait, le gardon. Alors pourtant c'est un élastique également de 0,9, donc on voit aussi l'impact et l'importance d'avoir un matériel adapté à l'espèce et à la taille de poisson que vous attrapez. Voilà. Donc là on se rend compte que sur des gardons qui font entre 60 et 80 grammes, l'idéal c'est un élastique pour l'élever l'autorité, soit de 0,9 soit de 1 mm, mais non pas en latex, mais dans une matière colorée. Donc maintenant on va tester la ligne que l'on a montée ensemble tout à l'heure, c'est-à-dire la 2 grammes. Donc on va y remettre de la traîne, encore une quinzaine de centimètres. Donc là la ligne est équipée d'un élastique de 1 mm. L'hameçon c'est un hameçon de 16 sur 12 centièmes. Donc on est sur vraiment un montage assez agressif pour une pêche de gardon quand même. Bon, c'est quand même pas des montages que l'on a l'habitude de rencontrer. On va voir si cette ligne là, cette 2 grammes, dans à peine 2 mètres d'eau, si ça pourra être accepté par les poissons. Donc là je constate que j'ai mis certainement un peu trop de traîne parce que mon plan de touche est posé par terre. Bon, a priori les poissons n'ont pas à rechigner à enfoncer le flotteur. Voilà, donc c'est un très très joli gardon. J'ai pu constater en fait que je dois avoir sensiblement trop de fond parce qu'on a vu tout à l'heure qu'on avait réglé l'antenne. La base de l'antenne était légèrement sous l'eau et là j'ai réussi à voir le balsa, donc j'ai l'impression que le plan de touche numéro 8 qui est tout en bas est déjà posé par terre. Donc je suppose que je dois avoir légèrement trop de traîne. Voilà, donc là on voit apparaître un bout de noir à l'embase du flotteur qui ne devrait pas être là. Donc on va enlever 2-3 cm parce que ça veut dire que ma traîne est supérieure à 15 cm, donc elle est supérieure à la longueur de mon bas de ligne. Donc pour visualiser les petites touches, c'est quand même pas l'idéal. Donc on va essayer de corriger le tir la prochaine fois que je ramène la ligne. Donc là ça fait une petite heure de pêche. Donc les gardons sont bien installés. Et il y a une dizaine de minutes j'ai touché une carpe qui est venue donc sur mon coup. Donc malheureusement le 12 centième n'a pas résisté. Je pense que ça doit être des jolis poissons. Je pense que c'est un poisson qui devait faire plus de 3-4 kg. Donc là, du coup, j'ai décidé de changer mon bas de ligne. Je suis passé sur un bas de ligne, un hameçon de 14 en 14 centièmes. Donc quelque chose de encore plus brutal que tout à l'heure. Et je pêche désormais avec 3 gothers. Donc le but maintenant de l'opération, c'est d'essayer de voir si j'arrive à maintenir une cadence de gardon intéressante tout en me donnant la possibilité de pouvoir attraper un poisson bonus tel une carpe. Donc on va essayer une petite demi-heure de pêcher comme ça, mais pour voir si ça dénature pas trop la pêche de gardon et si ça la menuse pas trop, tout en se donnant les possibilités de prendre autre chose. Voilà. Pour l'instant ça fait 5 minutes que j'ai changé de ligne, changé de réglage plutôt et de bas de ligne. Et j'ai constaté une légère diminution du nombre de touches au gardon, mais ça reste convenable. Mais surtout, j'ai envie de voir si j'ai la chance de toucher à nouveau un gros poisson avec cette ligne. Donc là, les conditions de pêche ont légèrement changé. Il y a un léger vent qui a monté. On voit que le flotteur boule se comporte parfaitement dans ces conditions. Donc là, c'est vraiment la ligne idéale. Je pense qu'avec le vent qui se lève, la ligne va devenir de plus en plus pêchante. Bon, on constate tout de même que l'emploi de bas de ligne plus grossier et d'ailes plus volumineuses a quand même une conséquence négative sur la pêche de gardon. Bon, c'est normal, il y a des limites après à partir duquel
les poissons deviennent quand même plus réticents et sont moins enclins à accepter un hameçon et un fer trop fort et une bouchée trop importante, quoi. Voilà. Donc là, on constate bien une nette diminution des touches vis-à-vis du rythme que j'avais tout à l'heure avec un hameçon plus fin et une èche moins volumineuse. Et là, c'est assez sympa parce qu'on se retrouve dans des conditions régulièrement rencontrées en compétition par de nombreux pêcheurs. C'est ce dilemme à résoudre entre le fait de devoir attendre avec une ligne plus agressive pour pouvoir provoquer la prise d'un gros poisson, ou le fait de se maintenir dans une pêche plus cadencée avec des poissons plus modestes, en sachant que lorsqu'on touchera le poisson bonus, il y a de très grandes chances que ce poisson reste dans l'eau. Donc en fait, c'est des choix qu'il faut réaliser lorsque on est sur un mode compétition et qui sont très intéressants. Et aujourd'hui, bon, bien sûr, c'est pas la même, on n'est pas dans une compétition, mais on retrouve un peu le même dilemme si on se projette dans cette logique-là et dans cette phase-là, dans cette phase d'approche rentabilité temps et performance, quoi. Voilà. Donc c'est assez sympa. Et je pense que la partie de pêche d'aujourd'hui va être l'occasion aussi pour moi de peut-être faire évoluer encore cette ligne. J'ai encore des possibilités autour de cette ligne pour la faire évoluer, la rendre plus pêchante si les gros poissons montrent vraiment qu'ils sont présents sur le coup. En fait, l'option suivante, après avoir grossi le diamètre du bas de ligne et de l'hameçon, ça serait de changer la pointe de ma canne, c'est-à-dire passer d'un élastique plein de 1 mm à un élastique creux de 1,5 mm, qui serait un élastique assez polyvalent qui permettrait d'une part de prendre les gardons, tout en se donnant plus de possibilités, de chances d'attraper une belle carpe. Par contre, bien évidemment, si j'opte pour l'élastique creux, je le couplerai à un élastique contrôle. Ce sont les élastiques percés à leur base qui permettent de récupérer l'élastique lors de la phase ultime d'un combat avec un gros poisson. Donc ces élastiques qu'on appelle soit Stripa, soit Fighting, soit ELC, ces kits ont vraiment un intérêt, c'est d'avoir la possibilité de se saisir à l'embase du kit justement de l'élastique pour pouvoir récupérer toute la partie élasticité générée par l'élastique creux et pouvoir approcher votre poisson plus près de la berge de manière rapide, quoi. Voilà. Donc je pense qu'on aura peut-être l'occasion de l'essayer tout à l'heure. Donc ça fait désormais 1h30 de pêche. Donc j'ai décidé d'enlever la mini rallonge. J'ai décidé de revenir en fait sur le lieu de l'amorçage initial. Donc par contre, je vais devoir quand même enlever du fond parce que j'avais adapté le fond à la hauteur de la mini rallonge. Donc on va enlever une dizaine de centimètres de manière à se mettre sur une traîne équivalente de ce que j'avais tout à l'heure, c'est-à-dire du bas de ligne, mais sans non plus exagérer outre mesure, quoi. Je suis toujours avec mon hameçon de 14 sur 14 centièmes, donc un hameçon complètement énorme au regard de la taille des gardons. Mais ça n'a pas l'air de les rebuter pour l'instant, donc on va quand même insister. Et on va regarder si à distance, on va dire d'amorçage, si les poissons sont aussi bien installés que derrière. Bon, il semblerait que la réponse soit positive, donc ça n'a pas mis très longtemps à prendre ma ligne. Voilà, donc là je suis vraiment positionné sur le tas d'amorce initial. Donc on va voir si ça se reprovoque.
Bon, clairement les poissons sont sur l'amorce. J'ai l'impression qu'ils ont bien aimé le mélange que je leur ai proposé. Voilà. Donc les poissons sont quand même relativement calibrés. Je n'ai pas constaté d'écart important dans la taille des prises. Le plus petit des gardons doit faire 50 grammes, le plus gros doit en faire 80 grammes. Bon, c'est joli, c'est des vraiment très jolis poissons. Je pense que c'est vraiment un parcours idéal pour celui qui veut se lancer dans la pêche au cou et notamment la pêche du gardon. Je pense que pour les jeunes, voilà, donc je pense que pour les jeunes, pour s'initier à cette pêche, pour gagner un peu en dextérité, je pense que ça peut être intéressant pour eux de fréquenter ce type d'endroit, quoi. Donc il y a quelques perches qui se mêlent à la fête. Donc les perches sont globalement du même poids également. Voilà, il y aurait la possibilité d'arriver à prendre plus d'un poisson à la minute au large. C'est quand même des rythmes assez importants sur des poissons de cette taille-là. Il y a une capacité donc à faire 3 kg de gardon, à 4 kg de gardon à l'heure sans aucun problème, quoi. Donc là, ça fait près de 3 heures de pêche. Donc on va essayer de se lancer un nouveau challenge parce que la pêche est tellement régulière qu'il faut donner un peu de piment à tout ça. On va essayer de faire un petit challenge sur 10 minutes, voir un petit peu ce qu'on arrive à faire en prise de gardon. Donc là, je suis en train de régler mes lignes parce qu'avec le changement de distance, on peut s'y perdre par moment. Donc là, on voit bien que je traîne d'une 10-15 cm. Donc comme le réglage que je pense le plus propice pour être efficace aujourd'hui. Donc j'ai rechangé légèrement mon hameçon. Je suis passé à un hameçon de 16 sur 10 centièmes pour essayer d'être le plus efficace possible, essayer d'avoir le plus de touches. Donc voilà, on va essayer de se faire un petit challenge. C'est ce qu'on fait généralement lorsqu'on prépare un grand championnat, lorsqu'il y a du rythme à avoir. On essaie de se donner sur un temps bien imparti un score à battre systématiquement pour voir en changeant les différents paramètres, c'est-à-dire hameçon, poids de flotteur, traîne, etc. Pour voir quelle est la ligne la plus pêchante, la technique la plus rentable. Donc là, je vais essayer de m'efforcer de faire on va dire, une version entraînement un peu speed de 10 minutes pour voir s'il y a moyen de faire un joli score, quoi. Voilà, allez, c'est parti. Donc je viens de terminer mes 10 minutes d'entraînement. Donc le résultat est mitigé. En fait, j'ai fini avec 14 poissons en 10 minutes à 11,50 m, en sachant que j'ai trouvé le moyen de casser un bas de ligne pendant ces 10 minutes. Donc il a fallu bien sûr le remplacer. J'ai dû perdre environ entre 45 secondes et 1 minute pour le remplacer. Donc il y avait capacité de faire 16 poissons, je pense, pendant ce laps de temps. Ça aurait été un résultat tout à fait correct au regard de la distance de pêche et des 2 mètres de fond. Je pense qu'avec avec un peu plus de pratique, avec la bonne référence d'hameçon, je pense qu'aujourd'hui il y a moyen de tourner à 18 poissons en 10 minutes. Ce serait un chiffre assez important, 18 voire 19 je pense. Mais voilà, il faut que tous les paramètres soient réglés. Pour moi, la ligne idéale serait quoi? Serait un corps de ligne en 14 centièmes, un flotteur de 2 grammes, un bas de ligne en 12 centièmes et un hameçon 16
pas trop fort de fer pour que le poisson l'assimile correctement, mais longue tige, voilà, pour aller plus vite au niveau de la manipulation du poisson au moment du décroché. Voilà. Donc c'est un parcours extraordinaire avec une densité de poissons phénoménale. J'ai bien envie de me donner un nouveau challenge de battre ces 14 parce que j'aime pas rester sur un échec, parce que pour moi c'est un échec. Je voulais dépasser les 15, donc je vais retenter une dizaine de minutes et on fera le bilan dans 10 minutes. Savonnette. Donc je viens de terminer la deuxième série en fait de 10 minutes. Donc j'ai battu mon record de la première série, j'en suis super content. J'ai fait 17 poissons. Donc c'est déjà un chiffre qui correspond plus à ce que je m'étais fixé comme objectif au départ. En sachant que j'ai décroché 2 poissons en l'élevant, donc vraiment à la dernière seconde. Donc il y avait une possibilité de monter à 19. Donc ce qui a changé par rapport à la première série, c'est le diamètre du bas de ligne. Je suis passé d'un 10 à un 12 centième. Je suis resté en hameçon de 16, un seul gozer à l'hameçon. Et au niveau de la récupération du poisson en venant du large, les 2 premiers poissons étaient décrochés parce que j'ai été trop agressif au niveau du geste pour lever le poisson hors de l'eau et du coup trop frontal en fait. Au bout de 2 poissons décrochés, j'ai changé de méthode. En fait, j'ai fait glisser les poissons sur ma droite et je les ai montés plus en douceur. Et là, ça m'a permis de ne plus en décrocher un seul jusqu'à la fin de la série. Donc je pense que si j'étais en mode compétition et si demain j'avais un championnat réalisé sur ce parcours ou une compétition ou un concours, je me calmerais davantage sur la partie finale du geste, c'est-à-dire sur la partie où on extrait le poisson de l'eau, et je le ferais glisser légèrement par la droite, sans secousse, sans rien, pour vraiment limiter les décrochés au dernier moment. Voilà. Bon, là j'en ai fait 17 en 10 minutes, c'est vraiment déjà un super résultat à 11,50 m, mais dans ma tête je sais qu'il y aurait certainement 19 à 20 poissons à prendre sans gâcher. Voilà. Mais bon, après on ne maîtrise pas non plus tous les paramètres, certains paramètres le fait de savoir où le poisson va mordre, à quel endroit il va être piqué sur la lèvre, ça on ne le maîtrise pas, et les décrochés malheureusement on ne pourra jamais en éviter, quoi. Il y en aura toujours. Il faut accepter de gâcher un peu, quoi. Voilà. Donc je suis super ravi en fait de cet entraînement et de cette redécouverte de ce parcours qui est vraiment splendide. Donc voilà le résultat de la partie de pêche. Là on a pêché 3h45 en gros, un peu moins de 4 heures. Il y a à bas mot 12 à 13 kg de gardon, voire un peu plus. Donc une magnifique pêche, des jolis poissons bien sains qui font entre 60 et 80 grammes. On a vraiment pris beaucoup de plaisir au bord du lac de l'Escourou. C'était vraiment une belle journée, une bonne température. Les poissons étaient de la partie. Je pense que les quelques conseils que j'ai pu vous donner vous aideront à vous améliorer sur cette pêche sur lac de barrage. Parce que je pense que les grandes lignes à retenir, c'est ne pas pêcher trop fin, avoir une amorce avec une bonne densité et surtout n'oubliez pas vos gozers.
Voilà. À la prochaine. Ciao.